l'appréciation que je fais de cette œuvre-là, c'est une appréciation positive, d'autant plus que nous avons vu qu'au niveau de Kolda maintenant, la tendance est de publier chaque semaine presque, ou bien tous les 15 jours, un livre, quelqu'un qui vient au créneau pour parler de ce Fouladou-là. Alors que nous savons que dans le passé, Kolda est toujours peint en rouge. Si aujourd'hui c'est positif, les gens parlent positivement, les gens avec les écrits qu'ils font vont servir de repère à la jeunesse, je peux dire que c'est positif. L'œuvre de Baba Koïta apporte beaucoup au Fouladou parce que nous savons qu'il est basé, par exemple si je prends son ONG, Ofat Nafor et Fouladou, est basé au niveau de la zone rurale, c'est-à-dire au niveau de Bagadadi. Et avec tous les virages environnants, avec le lien qu'il y a entre Passerelle et l'ONG Passerelle et Nafot, nous avons vu ce qu'ils ont eu à faire dans le cadre de l'éducation par rapport à l'alphabétisation, par rapport sur la santé, par rapport aux mutilations génitales faites aux femmes, violences basées sur le genre, etc., sur l'agriculture, sur l'élevage. Je peux dire que c'est un précurseur du développement au niveau de la zone rurale. On peut dire que c'est des œuvres autobiographiques, mais à la seule différence que Baba a parlé de son itinéraire. Il a défini du Sénégal jusqu'à l'extérieur et au retour dans son pays natal. Alors que le mien est un ouvrage qui m'a servi de thérapie par rapport à un choc que j'ai reçu à la perte d'un être cher. Alors j'ai eu comme thérapie l'écriture et j'ai eu à reprendre, à installer un dialogue entre mon défunt mari et moi pour qu'on puisse continuer, parce que pour moi je pense que jusqu'à présent ça doit continuer, ce link-là entre lui et moi. Et je l'ai continué, mais néanmoins dans le livre, si vous visitez le livre, vous trouverez d'autres thèmes qui ont été exploités, qui ont été décrits. Et ces thèmes comme l'immigration clandestine, comme le maintien des filles à l'école, l'éducation des filles, les violences basées sur le genre, la parité, la propulsion des femmes au niveau des instances de prise de décision, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dans mon livre. Et comme je l'ai dit, avec le confinement de la Covid-19, de mars à octobre, j'étais trop assis, j'ai regardé trop de la télé, j'ai lu beaucoup de journaux, j'ai lu. Après, le 16 octobre, quelque chose comme ça, au soir, en prenant mes ablutions pour la prière de 17h, j'étais devant mon miroir. Tout de suite, j'ai eu une inspiration et on dirait que c'est quelque chose qui me disait écrit. Et ça s'est répété dans moi. Écrit. J'ai continué, j'ai fait semblant de ne pas écrire tout au début. Mais à la fin de mes ablutions, je vous assure, on dirait que c'est quelque chose encore qui revenait pour me dire qu'est-ce que tu en penses. Il faut écrire ton itinéraire. Il faut écrire ton parcours. Il faut écrire. Laisse ton héritage à ta famille. Il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que les bâtiments. Il n'y a pas qu'autre chose. Mais ces enfants, les enfants aujourd'hui qui sont là, avec toi, qui ont l'âge de 12 ans, qui ont l'âge de 7 ans, qui ont l'âge de 3 ans, notre bébé qui a moins de vie. Ces gens-là ne te connaîtront pas, ou ne connaissent pas. Alors que toi, tu as eu la chance, non seulement de vivre certaines choses, mais écris ton parcours de vie. Et j'ai décidé. Et c'est ce jour que j'ai décidé d'écrire. Mais je me suis dit, mais comme disait le conteur Mirabeau Diop, la mémoire va chercher ce qu'elle a besoin en cherchant du bois mort. Je dis, mais oui, je vais persister, mais je vais écrire. Je vais écrire au monde pour écrire. C'est comme ça que c'est venu. Et j'ai commencé à décrire Djalambéré. Qu'est-ce que c'était Djalambéré? Djalambéré, mon village, là où je suis venu. Et Djalambéré, qui signifie en langue peul et mandenne, Djalam,
c'est le fétiche. Béro, c'est la pierre. Donc c'est la pierre fétiche. Donc c'était l'autel. C'est-à-dire l'autel, c'est là où tous les courriers du village se regroupent pour pouvoir faire des sacrifices, des incantations, des trucs et autres. Donc le village était donc un lieu d'incantation pour tout le monde. J'ai commencé à écrire comment nous étions logés, la case, les cases, j'ai décrit. Et curieusement, on fait quelque chose d'exceptionnel à Djalambéré, c'est qu'il y a l'arbre autour duquel tout se résume dans Djalambéré. C'est la place publique. Ce petit tabac là. Hein? Quand le patriarche Abibou Koïta venait s'installer là, après sa défaite, ou bien après qu'il ait quitté Djoula-Colon, d'aucuns disent qu'il a trouvé le petit arbre. D'autres disent que c'est lui-même qui l'a planté. Mais connaissant la rareté des espèces comme ça, comme plantation, je crois qu'il a dû trouver l'arbre là, mais très petit. Et c'est là où il a déblayé, puisqu'il était un chasseur à Bibou. Voilà, il a pu déblayer pour trouver la chambre. Et c'était sur du marigot, le Cori. C'était un affluent du Cori. Donc voilà, il trouvait là ces animaux, ces bêtes sauvages pour lesquelles on consomme, on mange, on tue. Et c'est là où il a créé Djalambéré. Et ça se situe aux environs de l'éclatement ou la guerre de Kansala. Après, c'est à partir de là que le truc du Fouladou sont partis. Ce que je recherche dans mon écrit, c'est que je voudrais laisser, je voudrais que mon expérience serve à la jeune génération d'inspiration. Et puis, à cette jeune génération, de dire que tout n'est pas acquis. C'est une bataille, une dure bataille que tu dois mener pour améliorer tes conditions de vie. Rien ne s'obtient dans la facilité. Et les gens ont tendance à croire qu'il faut croiser les bras pour faire. Non, parce que j'ai décrit comment j'ai reconstruit, ou bien comment j'ai construit les associations qui se sont succédées pour devenir aujourd'hui l'ONG que nous pilotons aujourd'hui, que nous connaissons, et qui travaille à travers le monde. Oui, monsieur Koïta, vous avez été un des pionniers de l'économie solidaire au niveau de Kolda, ensuite longtemps agent de développement. Le présentateur de votre œuvre tout à l'heure avait fait un constat, c'est que M. Koïta, dans son œuvre autobiographique, n'a pas tout dit. Est-ce que vous confirmez? Et quel sera peut-être votre projet? Les perspectives dans votre projet? Oui, j'ai en perspective, sincèrement, je le reconnais que je n'ai pas tout dit. Je n'ai fait qu'effleurer les différents passages par lesquels je suis passé. Mais j'aurais pu approfondir certaines thématiques. Par exemple, le développement. Baba Koïta, le développeur, dans le développement. Je n'ai pas tout dit parce que ça m'aurait pris au moins 1000 pages. Je n'ai pas tout dit parce que ça m'aurait pris plus de 1000 pages. Et je n'avais pas cette intention tout au début. Je voulais simplement faire une amorce, faire un premier tome. Mais j'ai l'intention d'approfondir deux axes. Peut-être ça peut être plus, ça peut être mais au moins 2 axes. Ça, j'ai l'intention vraiment de le faire, si Dieu me donne la vie. C'est l'axe de mon expérience au niveau de la microfinance. Cet aspect-là, les va-et-vient, les différentes actions que nous avons menées au niveau local, au niveau régional, au niveau national avec les fêtières, au niveau sous-régional avec les organisations sous-régionales que j'ai créées, que j'ai bâties et que j'ai démarchées. Parce que je n'ai pas parlé de mes démarches dans la sous-région. Et pourtant j'ai fait tous ces pays-là, tous ces pays, je les ai faits. En tout cas les 8 pays de l'UMOA. Et comment j'ai été élu à Bamako, à l'hôtel Colombe,
et comment j'ai pu mener ces actions-là. Et comment nous avons créé la première institution sous-régionale, une microfinance banque, au niveau sous-régional. Ça aussi, je voudrais reparler de ça, approfondir les aspects, expliquer. C'est pourquoi je disais dans le livre que je souhaiterais le faire en équipe. J'ai horreur de croire que je suis le seul qui connaît. Je voudrais vraiment, si mes collègues, et j'en parlerai ce soir quand au dîner avec mes collègues présidents, d'anciens présidents, c'est de voir comment on peut écrire ensemble un livre qui puisse prendre la dimension de restituer ce que nous avons fait au niveau du Sénégal et au niveau de la sous-région. Savez-vous que quand, en remettant le crédit mutuel du Sénégal, donc en 97-98, quand je prenais le crédit mutuel, il y avait 35 Européens et un bas bilan de moins de 800 millions de bénéfices. Quand je remettais ça en 2005, j'avais la prétention d'être le leader de l'Afrique noire, parce que j'avais un bas bilan de 3 milliards 800 millions, avec 0 Européen. Ça, c'est quelque chose que je voudrais peut-être que les gens peuvent s'en inspirer pour pouvoir. Aujourd'hui, je suis regret de penser, de voir que les fondamentaux de la microfinance ne sont pas, ont été négligés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les crédits mutuels actuels n'est plus ce qu'il était avant, c'est-à-dire une microfinance. La microfinance, c'est pour la solidarité, c'est l'entraide, c'est le cul. On aurait pu, puisque c'est pourquoi on avait créé l'organe financier, on aurait pu laisser la rentabilité au niveau de la BIMO, mais on aurait pu être mutualiste au niveau à base, c'est-à-dire en rendant les prêts accessibles aux plus pauvres et en pouvant aussi ramener les taux à presque zéro. En tout cas, à défaut de zéro, mais de les ramener à 1 ou 2 ou 3%. Pour que ça soit accessible à la base. Mais on ne le fait pas. Je crois que ça fait partie. C'est pourquoi il y a 4 ans, 5 ans, mais malheureusement j'avais quitté, je voulais voir le ministre des Finances pour lui dire ce que vous êtes en train de faire en ce moment n'est pas l'orientation que nous avions, les fondateurs du Crédit Mutuel avaient en tête. Il y a l'autre aspect dont je voudrais approfondir, c'est en tant qu'action de développement. En tant qu'action de développement, sur notre expérience, sur la sensibilisation sur les mutilations génitales féminines, mais notre expérience sur la protection de l'enfance, notre expérience sur le renforcement des capacités des femmes rurales à devenir leaders, parce que quand même avec la Fondation Rosa Luxembourg, nous avons beaucoup travaillé dans cette zone-là. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes fiers de notre bilan, mais au moins nous pensons que nous pouvons revendiquer être parmi les premiers à avoir fait accéder à des femmes comme vice-président de conseil rural. Donc, et ça, c'était notre action. Tout ça, ce n'est pas restitué dans le livre, mais il y a des esquisses dans le truc. C'est pourquoi nous pensons qu'il va falloir revenir là-dessus et puis approfondir pour que ça soit bénéfique ou profitable, en tout cas aux jeunes générations. Il n'y a pas d'hasard dans ce truc-là, mais c'est l'inspiration qui continue. J'aurais aimé même faire la publication de la DEQ le 3 mars 1922. Mais c'est à cause de la proximité des élections, puisque le livre a été déjà saisi depuis presque près, en tout cas depuis octobre. Parce que comme je le disais à Abdelrahman, moi quand j'ai terminé de faire l'écriture, je l'ai envoyé à des amis qui sont à nous, qui m'ont dit donne-nous 15 jours et puis ça
puisqu'on n'a rien à vous reprocher, on le publie comme tu l'as écrit. Et en 15 jours, le livre était prêt. Il a été écrit en Moldavie. Ils nous ramenaient ça à Paris. Et moi, j'ai dit à Paris, bon, gardez le livre, parce qu'il y a les élections qui viennent. On risquera de faire de l'amalgame chez moi. Alors que je ne veux pas que ça se... Je ne voulais pas faire cette manifestation-là à Dakar. J'ai dit, on garde jusqu'après les élections dans le pays. En ce moment, on choisira une date. Malheureusement, les gens qui devaient être là, et qui malheureusement ne sont pas là, aussi, leur date ne coïncidait pas avec le 3 mars. Mais en réalité, je voulais effectivement faire ça. Parce que je voulais prouver comme quoi qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il faut toujours planifier les choses. C'est la planification. C'est ça qui nous manque. Un problème d'organisation est un problème de planification. Beaucoup de choses peuvent être faites dans de bonnes conditions si c'est bien planifié, si c'est bien écrit. Mais malheureusement, on ne met pas l'accent sur ces aspects.